podcast Chocolat et Caramel, le podcast des dirigeants qui font les choses différemment. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Patrice Brochier, gérant de la société Netup. Bonjour Patrice. Bonjour Charlène. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Chocolat et Caramel, le podcast des dirigeants qui font les choses différemment. Patrice, tu as créé l'entreprise Netup en 2010, fruit d'une réflexion entamée 3 ans auparavant avec un ami à toi. Tout à fait. Netup est spécialisée dans la fabrication de tentes de toit et compte aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs. C'est une conception 100% française, puisque la fabrication, la distribution et la commercialisation sont réalisées depuis l'usine qui est située à Alès, dans le Gard. Alors, outre la fabrication française, qu'est-ce qu'elles ont de différent, les tentes de toit Netup ? Eh bien, dès le départ, quand on les a conçues, en fait, on imaginait une utilisation par des pratiquants d'activités de plein air, en l'occurrence moi le premier. Et parce que tu es passionné, hein ? Oui, tout à fait. Enfin, passionné, disons que je pratiquais à l'époque pas mal l'escalade et le parapente. Et donc avec l'ami de l'époque avec qui j'ai créé l'entreprise, on avait cette problématique de dormir sur notre spot le week-end. Et donc, comment dormir confortablement pour être en forme. Oui, parce que c'est du sport, donc ça demande quand même... Voilà, quand on va sur un spot, en fait, c'est pour pratiquer son activité, c'est pas pour camper particulièrement. Et donc, souvent, ce qu'on remarque, c'est que les pratiquants comme ça, ils vont pas forcément camper avec une tente au sol. Ils vont pas perdre du temps à chercher un endroit où planter la tente. Donc, ils vont plutôt chercher des solutions dans leur propre véhicule. Et donc, souvent, on va voir des escaladeurs qui vont pousser les sièges à l'arrière pour dormir dans leur coffre. Ouais, parce qu'en fait, ils vont se garer à un endroit pour le plus près possible du décollage ou de la falaise. Mais du coup, la nuit, c'est un problème. Donc du coup, on se dit, bon, on va acheter un van, mais bon, un van, c'est vite cher quand même d'occasion, ça fait 2 véhicules, ou alors on se dit, bon, on va garder le van pour son véhicule principal, mais bon, comme véhicule principal, c'est quand même pas terrible. Donc, il existe depuis fort longtemps la tente de toit. Mais les tentes de toit sont surtout utilisées dans le milieu du 4x4. Alors, je sais pas pourquoi. Pour les raids plutôt, Ouais, surtout en raid, effectivement. Alors, dans le milieu du 4x4 raid, c'est ça, les gens qui vont partir dans le Sahara, enfin à l'époque, c'était plutôt vers cette destination que les 4x4 allaient. Donc finalement, des voyages plus longs, enfin des séjours plus longs, on dort plus longtemps, on a plusieurs nuits à passer dans un endroit. Ouais, c'est ça, en itinérance. Ouais. Mais avec des véhicules assez gros et donc du coup capables de porter un gros machin. Donc ce qui existait en fait, c'était des tentes de toit qui étaient assez encombrantes, mais bon, adaptées aux gros véhicules et pas forcément hyper confort ou très spacieuse, mais bon, efficace, vraiment efficace. Mais ça va pas du tout sur une voiture non 4x4. C'est-à-dire que sur une Panda par exemple, c'était la voiture de l'époque, ça faisait une aile d'avion, c'était un truc démesuré, ça pouvait pas aller. Oui, ça tenait pas. Non. Donc on s'est dit, bon ok, on va faire une tente de toit pour petits véhicules, mais pour autant, il faut qu'elle soit très simple à utiliser, très confortable, spacieuse. Et du coup, ça impliquait un cahier des charges assez précis au niveau... J'allais dire, ça fait beaucoup de critères sur le côté fabrication, beaucoup de contraintes. Voilà, ça c'était l'idée de départ. Et après, on s'est dit, bon, si jamais on y arrive, on la fera en France. Et puis comme on est un peu écolo, on se disait, bon, ben on fera ça en matériaux recyclables, éco-conçus, anti-obsolescents, durable, qu'on jette jamais, réparable, évolutif, enfin tout. Donc le cahier des charges est assez costaud quand même. Et on est arrivé à l'école des mines, parce qu'ils ont un incubateur à l'école des mines d'Alès, en disant voilà, nous on va faire ça. Et donc du coup ils ont dit ouais, comme tous les porteurs de projets, c'est un peu farfelu votre truc, mais l'incubateur c'est fait pour ça, donc welcome. Donc on est rentré dans l'incubateur, et donc ça c'était fin des années 2000, vers 2007. Donc là on a mis au point plein de protos, marché moyen, voire pas du tout. Et on a dû revoir complètement les cinématiques qu'on imaginait au début. On imaginait une ouverture vers l'avant qui s'appuyait sur des pare-brises, enfin des trucs vraiment très ambitieux. Et trop ambitieux peut-être pour la réalité, les contraintes. Ouais, à la fin on a dû on a dû abandonner des solutions qu'on avait imaginées. Mais on en a trouvé d'autres. Et en fin de compte, on a quand même réussi à, on va dire, remplir notre cahier des charges. Et on a sorti notre premier proto fin 2007 et qui correspondait vraiment à tout ce qu'on s'était dit et qui marchait bien. Et là, on s'est dit, bon alors, est-ce qu'on crée l'entreprise ou pas ? Maintenant qu'on a un produit qui marche, qu'on a commencé à valider un peu le marché, on avait présenté notamment des trailers. C'est une grosse communauté, les trailers. À l'époque, le trail explosait. Et c'est typiquement des gens qui ont besoin de très bien dormir pour être en forme, pour bien courir.
Et là, on a vraiment senti que ça correspondait vraiment à cette demande des pratiquants d'activités de plein air. Et donc on s'est dit, allez, on crée l'entreprise. Donc ça, c'était fin 2007. Et là, on a eu le défi de l'industrialisation. Oui, parce que c'est quelque chose de concevoir un produit et puis d'en faire un prototype, et puis ensuite il faut pouvoir le fabriquer en grande quantité. C'est ça. Et donc là, c'est là qu'on se rend compte que quand on a un produit, on va dire, réel et qui est produit de manière entre guillemets industrielle, même si c'est artisanal, c'est un produit concret, c'est pas un logiciel. Oui, mais ça demande quand même de la série, même si c'est une production qui n'est pas... Nous, notre ambition, c'était d'arriver à faire des séries, même petites, mais des séries. Et donc, du coup, ça implique, dans un produit comme ça, qui est quand même assez complexe, parce qu'il comprend de la plasturgie, de la tôlerie avec tout ce qui est tube, structure métallique. Oui, pour tenir la tente, en fait. Ouais, pour déployer l'ensemble, des matériaux sandwich pour faire plancher tout ça, des systèmes de fixation. Il y a plein de corps de métier, si tu veux, dans ce produit qui fait que, en fait, il est complexe et il a besoin de beaucoup de sous-traitants différents, mais qui doivent être spécialistes dans leur domaine. Notamment, par exemple, la toile. La toile, c'est un truc de dingue. Pour avoir une toile performante qui soit à la fois, évidemment, imperméable, durable, qui puisse offrir des fonctions comme des zips à triple ouverture, des moustiquaires extérieurs, tout ça, il faut être très très bon en confection. Or, le textile est parti en Asie dans les années 80-90 et il n'y en a plus en France qui savent faire des tentes. D'accord, donc il faut trouver à ce moment-là soit celui qui resterait en France et qui fait des tentes, soit européen si on s'éloigne un peu. Et en Europe, en fait, il n'y en a plus du tout. Il n'y en a plus que quelques-uns qui font du très haut de gamme. Donc du coup très cher, qui travaille très bien mais très cher. Pour la plasturgie c'est moins compliqué, mais ça demande des investissements de moules. Pour faire une coque, il faut un moule pour le thermoformage qui est un gros investissement. Puis de manière globale, pour tous les composants, en fait, il faut investir dans des outillages et dans de la matière pour la transformer et pour avoir un stock. Donc ça, c'est le premier défi dans l'industrialisation, c'est comment financer tout ça. Et ça, c'est très compliqué parce que les banques, elles demandent directement, ok, c'est quoi votre historique? Zéro, puisque je démarre. Bon, revenez nous voir quand vous avez vendu des tentes et qu'on voit que votre affaire marche. Mais comment je fais pour faire mes tentes si j'ai pas le... Donc ça, c'est vraiment le plus gros défi que j'ai trouvé moi dans l'aventure. C'était de passer à l'industrialisation et d'avoir les moyens de lancer ça. Et bien comment j'ai fait? J'ai cherché des partenaires partout, j'ai essayé de convaincre des fournisseurs de démarrer avec moi, de préfinancer la fabrication des composants. Mais en France, très très compliqué. J'ai été jusqu'en Australie. Sacré voyage. Parce que là, il y avait une entreprise qui s'appelle Rhinorack, qui est spécialisée dans tout ce qui est accessoires de transport, comme les barres de toit, tout ça. Oui. Plutôt 4x4 et de très haute qualité. Et eux, ils commençaient à s'intéresser à la tente de toit. Donc ça, c'était justement vers 2008-2009. On a dessiné ensemble une version améliorée de notre tente de toit, mais la crise de 2008 est arrivée. Je ne sais pas si tu te rappelles qu'il y a eu une crise en 2008. Donc toutes les entreprises se sont recentrées sur leur cœur de métier, et eux, sur les barres de toit, ils ont dit bon, on va attendre 1 ou 2 ans avant de reprendre ces projets. Et du coup, ils m'ont dit bon, tu sais, en fait, si tu veux arriver à démarrer une première série, il faut que tu passes par la Chine. C'était un passage obligé à ce moment-là? Eh bien, en fait, j'ai pas trouvé en France d'investisseurs ou d'entreprises qui étaient prêtes à prendre le risque de financer un peu la première série. Par contre, j'ai trouvé un Chinois. C'est dingue. Ouais, c'est fou, hein. C'est dingue, là où aujourd'hui, en plus, on fait la promotion du fabrication française, etc. De ne pas trouver des partenaires français qui soutiennent finalement un projet français qui va s'implanter en France, créer de l'emploi. Mais c'est un produit qui était trop... qui n'est pas de données marché sur les 4x4, ça existait, mais moi je ne me rentais pas à 4x4, donc du coup, j'ai pas de données précises à donner. J'ai fait moi des enquêtes, des études de marché, mais bon, elles ne sont pas assez convaincantes pour un banquier ou un financier. Ouais, c'était un produit à l'époque très novateur finalement. Et du coup, ce qui est bien avec les Chinois, c'est que les Chinois, en fait, vous êtes européens, donc ils imaginent que derrière il y a un marché phénoménal. Alors que le fait d'arriver et d'être européen. Donc ils disent, super, un Européen qui s'intéresse à ce marché, c'est que il doit y en avoir.
Donc, en fait, j'ai passé quand même 2 ans à arriver à mettre en place une série entre guillemets chinoise, sachant que moi, dès le départ, l'objectif c'était d'avoir suffisamment développé un chiffre d'affaires pour financer une installation française et faire ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire fabriquer en France. Mais n'empêche que grâce à un passage en Chine, on a pu faire une première série dont tous les investissements étaient assurés par le partenaire chinois. Donc il y avait un deal, en fait, on s'était partagé le monde à notre... Je dis, bon, toi tu as toute la Chine et toute l'Asie, moi j'ai toute l'Europe pour des quantités gigantesques de 200 modèles. D'accord. C'était ça que j'avais en tête, il fallait que j'arrive à en faire au moins 200 pour lancer la machine. Et donc, tu fais les 200. Je fais les 200, voilà, je mets ça en France et je commence à commercialiser. Donc j'ai mon premier chiffre d'affaires. Donc là, tu commercialises auprès de particuliers ou de professionnels? Que des particuliers. Que des particuliers. Ouais, vente directe, petit site internet pour présenter le produit, vente directe et comment dire, promotion sur les compétitions, les événements sportifs pour faire connaître le produit, le faire essayer, le montrer. En fait, c'est un produit qui parle de lui-même. Quand on arrive avec sa voiture, qu'on ouvre sa tente en 30 secondes, les trailers, là, ils captent tout de suite. Waouh, mais c'est ça qu'il me faut. Ou les parapentistes. C'est un segment, la cible, le segment de marché, il est quand même précis, qui est celui des sportifs, des voyageurs, des nomades finalement, des gens qui ont l'habitude de partir. Alors, les nomades, c'est un deuxième segment en fait. Je me suis appuyé d'abord sur ceux qui allaient l'utiliser le week-end, ce que je disais, en utilisation de pratique d'activités de plein air, donc plutôt des sportifs qui vont pratiquer plutôt le week-end. Et la deuxième cible, qui n'est pas forcément la même, c'est les vacanciers itinérants. Ceux qui vont partir en vacances, mais de manière itinérante, qui sont plutôt genre van life. En fait, c'est un dérivé de la van life, mais entre guillemets low cost, puisque ça demande beaucoup moins d'investissement. Et cela un peu plus compliqué à atteindre. Donc moi, mon objectif en premier, c'était de trouver mon marché auprès des pratiquants d'activités de plein air. Ça a plutôt réussi cette là, ça a marché. Série Oui, tout à fait. Du coup, directement, ça m'a permis de financer le développement de ma série française, c'est-à-dire en fait, j'ai revu complètement la tente pour qu'elle soit fabricable en France, avec des moules simplifiés par rapport aux moules chinois, tous les petits défauts qui étaient apparus sur la série chinoise, du coup, les éliminer de la série française. Prendre un atelier ALS, prendre mes 2 premiers salariés, et puis faire un shift entre la série chinoise qui finissait et vite lancer la série française. Donc à ce moment-là, tu arrives à sortir un produit fabrication 100% française. Voilà, et là, en 2014, on passe sur la série française. Donc là, tout petit atelier, là on fait tout, c'est-à-dire qu'on est au début, je dois avouer que j'ai même fait travailler mes enfants. D'accord, tu travailles. C'est un sacré aveu sur un média. Et qu'est-ce qu'ils ont fait des enfants? Tu les as Ils faisaient du montage essentiellement, on faisait du montage ensemble pendant les vacances, le mercredi. Ça leur fait une bonne activité extrascolaire et puis rentrer dans le établir leurs amis, on faisait travailler les amis. Donc au début c'était très artisanal pour lancer la première série française. Et je ne les ai pas fait travailler très longtemps, ça a duré genre 2 mois, pendant les vacances en fait. Et après, avec mes 2 premiers salariés, on faisait tout, c'est-à-dire on continuait la R&D pour améliorer le produit, et puis tout ce qui était approvisionnement, assemblage, et bien sûr toute la communication, tout l'administratif, tout ça. Et là, j'ai commencé à chercher un associé pour donner plus d'envergure et qui soit compétent en tout ce qui était industrialisation. Parce que moi, qui a des idées, développer le produit techniquement, savoir ce que je veux, voir le marché, ok, ça c'était dans mes cordes, mais vraiment commencer à vraiment installer une unité de production, là il me fallait quelqu'un de bien capé, et quand je ne pouvais pas rémunérer, on va dire, un cadre pour s'en emparer, pour prendre un rôle un peu de DG si tu veux, mais DG industrialisation, focus prod, ça ne pouvait être qu'un associé. Donc j'ai mis 1 an à peu près à trouver l'associé, et j'ai trouvé l'associé idéal,
qui est toujours avec moi à co-diriger cette entreprise. 10 ans Donc, plus c'est tard, Thierry. c'était en 2014 à peu près, 2015. Ouais, c'est ça. Il est rentré en 2015 dans l'entreprise. On s'est partagé la direction de l'entreprise. Donc on co-dirige l'entreprise depuis ce moment-là, depuis 2015. Moi, je suis plus dans, on va dire, R&D, développement commercial, et Thierry plus dans tout ce qui est organisationnel, que ce soit de l'industrialisation, la production, les appros, la finance, tout ça. Et on est très complémentaires, vraiment. C'est-à-dire que on est vraiment presque opposés, même dans le caractère, dans tout. On a ce qui est commun, ce sont nos valeurs. Donc Ça, avec les mêmes valeurs, on peut être très différents. Ça c'est cool. C'est Et une recette très qui complémentaire. Ouais, c'est ça. C'est une recette qui marche. Donc, là, on est en 2024, à l'aube de 2025. Donc, la société a pris de l'ampleur. Tu parlais d'industrialisation. Aujourd'hui, c'est le cas sur une production plus industrielle, avec plus de séries, Bien sûr. tout en respectant ce fameux cahier des charges quand même assez strict. Donc on est resté fidèle dans ce qu'on appelle globalement l'éco-conception. Oui. Donc la façon dont sont conçues nos tentes, à la fois dans les matériaux, mais aussi dans le fait qu'elles soient réparables et évolutives. Et donc ça impose d'être le plus made in France possible. Parce que bon, ça relève de la RSE, hein, comme on dit, c'est-à-dire qu'on essaie d'être une entreprise responsable, aussi bien socialement qu'au niveau environnemental. Donc développer l'emploi local, c'est un peu pour ça aussi que je suis resté sur Alès, hein, c'était le contrat moral avec l'incubateur de l'école des mines. C'est que s'implanter sur Alès. Ouais, si à l'issue de l'incubation, on crée une entreprise, le but de l'incubateur c'est de redynamiser le tissu économique local. Soyez fiers, quoi, restez sur place, repartez pas. Moi je venais de Montpellier. Mon ambition c'était vraiment de repartir immédiatement à Montpellier après. Parce que Je pensais que tu étais originaire d'Alès. Non, du tout. Donc c'était Montpellier. Alors, c'est pas loin de Montpellier, mais c'est pas Alès. C'est pas loin, mais c'est pas Alès, effectivement. Et quand tu viens de Montpellier, à Alès, c'est vraiment l'endroit où tu n'as pas envie du tout d'habiter, en fait. À l'époque, en étant Montpelliérain, en étant bien arrogant et en regardant Alès comme étant pas l'endroit où j'irais m'installer. Et ben, en fait, pas du tout. Je suis resté à Alès parce que, au niveau économique, l'ambiance est excellente, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de synergie entre tous les acteurs économiques, que ce soit l'agglo, l'école des mines, les autres entrepreneurs. C'est le fait que ce soit petit, ça crée une... Probablement, puis il doit y avoir une culture aussi historique, le fait qu'il y ait eu il y a eu les mines qui se sont arrêtées, qu'il y a eu une espèce de grosse épreuve pour le bassin alésien, une espèce de vallée de larmes à traverser, là, les mines qui partent, le cataclysme industriel que ça provoque. Ça laisse une empreinte peut-être. Et du coup, il y a une espèce de solidarité qui se dit, bon les gars, il faut qu'on sauve le territoire. Et ça transparaît un peu dans l'accompagnement des entreprises, on sent ça derrière. Cette volonté de, non mais on tient notre territoire, on veut le redynamiser. Et ça, vraiment, j'ai beaucoup aimé et ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis resté ici. D'accord. Finalement, l'histoire de la ville, l'histoire du territoire favorise une dynamique d'un écosystème plutôt vertueux. Et, j'ai l'impression que ça a tendance à rendre les personnes plus solidaires en fait. De leur prendre conscience de l'importance que ça a de travailler ensemble pour créer de l'emploi, sauver son territoire en quelque sorte. C'est intéressant. Ouais, donc ça c'était les raisons pour lesquelles on est resté sur Alès. Et puis mine de rien, en fait, à Alès c'est très dynamique à bien des égards. Culturellement, moi je m'y retrouve complètement. Au niveau environnement, c'est super. On a les Cévennes, la Plaine, on peut faire du parapente à un quart d'heure d'ici, de l'escalade. Ça t'intéresse, l'escalade et le parapente, bien sûr. Même si malheureusement, j'ai dû un peu abandonner le parapente parce que j'avais plus trop de temps. Mais je sais que c'est juste là, ça me rassure. Et le fait de le savoir, c'est autre chose. Donc aujourd'hui, tu as réussi à industrialiser du coup la fabrication de ton produit. Et quand on préparait cet épisode, tu m'as dit quelque chose qui est intéressant, que j'aimerais même que tu développes un peu plus. Tu me parlais de l'évolution d'un modèle économique qui était centré sur la pure production. Et où tu tends aujourd'hui à aller vers un modèle d'économie d'usage. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? L'économie d'usage, c'est effectivement notre objectif, c'est d'aller vers ça et de transformer un peu notre modèle économique purement industriel et d'ajouter ce qu'on appelle du serviciel. Tout ça parce que ça permet de diminuer l'impact qu'on a sur l'environnement et d'optimiser les ressources en fait.
En quoi ça permet de diminuer l'impact? Eh bien, parce qu'une tente, en fait, quand on produit une tente, on estime à présent qu'elle est utilisée entre 1 et 2 mois par an. Et puis le reste du temps, elle est au garage ou sur la voiture, mais elle n'est pas utilisée. Donc, ça fait qu'il faut peut-être, on va dire, grosso modo, 5 tentes pour que 5 personnes en profitent. Nous, on voudrait c'est que ces 5 personnes-là, ils utilisent une tente et pas 5. Donc ils se la partagent finalement, ils se la prêtent? Il faut arriver à trouver la solution. Donc ça va tourner autour de l'allocation, un système qui se base sur l'allocation, et du coup il faut qu'on puisse mettre à disposition des clients, enfin des utilisateurs on va dire à ce moment-là, des night-up proches de chez eux, et donc en fait ils vont louer la tente pour le temps dont ils ont besoin. Ils vont le louer à un autre particulier. Et voilà. Pas forcément à toi, c'est-à-dire à l'entreprise. Voilà, et nous ce qu'on veut c'est que la manière dont cette tente va être disponible, ça peut être d'une manière, ce qu'on va dire, omnicanal, soit chez un particulier qui la remet en location, soit chez un de nos professionnels qui en vend mais qui en loue aussi, soit auprès de Night-Up qui peut avoir des centres comme ça, mais en tout cas qu'il y ait des tentes facilement disponibles et que ce soit très ergonomique sur le site web, un peu comme un Airbnb, en disant ben moi je veux passer ce week-end en Night-Up, je vois qu'il y en a une là, je la réserve en ligne, je vais la chercher. Et nous en fait, notre boulot Night-Up, c'est de faire en sorte que ces tentes, où qu'elles soient chez un professionnel, chez un particulier, tout ça, elles soient toujours au top, c'est-à-dire toujours à jour et toujours en état. Et oui, parce que le particulier qui va la louer, qui va la mettre à disposition, la louer, après il faut voir comment construire ça, en fonction de l'année là où il l'a acheté et de l'utilisation qu'il en a eu, mais il n'est peut-être pas plus en très bon état. C'est ça. En tout cas, moins confort que... Nous, notre service, la rémunération qu'on perçoit dans ce service, c'est justement pour maintenir ces tentes en état. Donc nous, on a intérêt du coup à faire des tentes durables pour avoir le moins de maintenance à faire et évolutives pour qu'à chaque fois qu'on trouve une petite amélioration ou un accessoire qui va se fixer sur cette tente pour la rendre, pour lui donner une fonction supplémentaire, eh bien il faut que ce soit rétroactif. Donc on est pensé à la manière dont on pourra l'intégrer même sur les anciennes tentes. Et cette économie d'usage, elle est déjà mise en place dans l'entreprise ou tu es nous, on en est au stade pilote. Okay. Et c'est dans nos ambitions là, au cours des 3 prochaines années de mettre ça en place au niveau français et puis ensuite d'étendre le modèle au niveau européen. D'accord, parce que là aujourd'hui ton marché il n'est pas qu'en France. Alors là actuellement il est principalement en France et dans les zones francophones parce qu'on ne communique qu'en français d'une part et d'autre part parce que pour la gestion du SAV et tout ça, on ne veut pas que ce soit trop loin tant qu'on n'a pas trouvé de relais on va dire professionnel pour prendre en charge le SAV. Par exemple si on va en Allemagne et qu'on commence à commercialiser sur l'Allemagne, il faut que le SAV ne soit pas en France, il faut qu'il soit en Allemagne. Donc il y a tout ça à développer avant de vraiment s'installer dans un pays. Et ça, par exemple, l'Allemagne, c'est ce qu'on commence cette année. D'accord, pour ça, l'exportation, même sur un marché européen, donc aux frontières françaises, se fait petit à petit. Pour l'instant... en ayant d'abord trouvé des réponses à des contraintes techniques avant d'aller sur le marché et peut-être pas l'inverse. D'être présent. Au départ, quand on faisait de la vente essentiellement directe, on n'allait pas trop loin pour pouvoir maîtriser le SAV. Et donc du coup, on se contentait du marché francophone, c'est-à-dire France, Suisse, Belgique. C'est dans une zone où on peut encore rapatrier une tente, ça va à peu près. Aller plus loin, ça nécessite de trouver des professionnels qui déléguer le SAV et tout ça. Donc ça demande plus de ressources humaines pour développer ça. Donc il faut que nous on se développe commercialement et qu'on aussi fiabilise nos produits de telle sorte qu'ils soient, on va dire, world class. C'est-à-dire que vraiment ils soient fiabilisés au maximum pour qu'on n'ait pas de surprise SAV quand on va aller sur un pays lointain. Donc là, ces dernières années-là, c'est un peu ce qu'on a fait sur nos tentes. On les a vraiment fiabilisées et là, elles sont vraiment quasiment indestructibles. Elles peuvent aller sur tous les marchés et donc là, on attaque. Du coup, tu as un produit qui est très fiable, qui a une durabilité qui est importante. Là, tu es en train de développer un modèle d'économie d'usage où du coup, ça va te demander encore de passer une step supérieure sur la qualité du produit pour garantir le même confort d'utilisation à toutes les personnes qui utiliseraient le produit. Est-ce que ça joue pas en ta défaveur dans le sens où
tu sors moins de produits, en tout cas moins de versions des tentes, parce que si j'ai un produit qui est hyper fiable, qui dure dans le temps, et qu'en plus il va être utilisé de façon différente en achat direct ou en location, etc., finalement, est-ce que j'ai besoin de sortir d'autres produits et comment je maintiens la pérennité de mon entreprise? Parce qu'à un moment donné, il faut bien du chiffre d'affaires pour... Ben justement, le chiffre d'affaires, on va le développer dans le serviciel. C'est que... Ça sera suffisant pour compenser... il faut qu'on trouve le modèle, et pour l'instant, ça semble vraiment l'être, que le serviciel, et donc la récurrence, en fait c'est comme du Airbnb, ou c'est comme un abonnement si tu veux. C'est-à-dire que toutes les utilisations de tentes qui passeront par ce système de relocation, de location, en fait nous on est intéressés, puisque c'est nous qui maîtrisons ce système. Ça ne va pas passer par une autre compagnie, c'est nous qui allons le faire. Et cette rémunération-là, sur le volume de tentes, il commence à devenir conséquent. Parce que, d'une part, ça incite des personnes à acheter nos tentes, parce qu'ils vont en avoir une utilisation suffisamment importante, mais peut-être pas assez pour faire un achat, sauf que s'ils peuvent le relouer après, ça va déclencher l'achat. Donc nous, le fait que tu puisses relouer ta tente facilement en t'inscrivant en te mettant comme loueur sur nighthub.com, eh bien, ça va te rassurer à faire un investissement. Donc, ça va au contraire nous permettre de vendre plus, mais tout en sachant que ce qu'on va vendre plus, ça sera mieux utilisé. Pour finalement avoir plusieurs clients. Oui, c'est ça. Là où hier, j'en vends une, c'est un seul client. Ouais. Là, demain, ça sera, j'en vends une, ce sera peut-être 5 clients. Et je crée de la récurrence derrière. Et en plus, la personne qui a sa tente, lui, il va se faire un revenu dessus et il va amortir sa tente en la relouant. Donc, je ne sais pas si tu vois, c'est très vertueux. C'est très vertueux. Nombre de nuits de tentes utilisées par rapport au nombre de tentes fabriquées, ce nombre de nuits, cette proportion-là, elle va augmenter. Il y aura plus de nuits par rapport au nombre de tentes. Mais sur ce nombre de tentes-là, on a de la récurrence. En fait, nous, on va pas être... notre chiffre d'affaires ne sera pas sur le nombre de tentes, mais sur le nombre de nuits. Donc notre but, c'est d'augmenter le nombre de nuits. Voilà, en quelque sorte. Et là, aujourd'hui, il y a 10 ans, il y a 12 ans, tu étais sur un marché vraiment de niche. Tu es plutôt pionnier dans les produits que tu as fabriqués. 10 ans plus tard, on en est où par rapport à cette niche? Ouais. Je pense qu'il y a un gros acteur qui me vient en tête, qu'on ne va pas citer, mais qui est très présent, lui, sur l'équipement, et puis qui est surtout sur l'équipement accessible. Est-ce que ce concurrent-là, il fait mal? Est-ce que finalement, tu es encore plutôt assez seul sur le marché? Non, alors, effectivement, on était un peu pionnier dans, on va dire, la tente de toit outdoor, pour se distinguer du 4x4. On a un petit peu évangélisé, parce que personne ne connaissait, et donc on est un peu devenu la référence en matière de tente de toit, hors 4x4. Et donc, la communauté Decathlon, ils ont demandé à Decat, quand est-ce que vous sortez une Nighthub pas chère? Parce que bon, c'est vrai qu'une Nighthub, c'est un investissement, et Decat, ils font des produits accessibles. Donc s'ils font une tente de toit, forcément, elle sera moins chère. Je savais que le jour où Decathlon arriverait sur le marché, ça veut dire que ce marché commence à devenir visible. Et donc on passe d'une niche à ce qu'on appelle un marché émergent. Ouais, tout à fait. Et donc ça veut dire qu'on ne sera plus tout seul à évangéliser, mais il y aura un gros avec une puissance marketing phénoménale qui lui va évangéliser sur la tente de toit globalement. Et ensuite les gens, quand ils vont chercher une tente de toit, ils vont voir qu'il y a des tentes Decat accessibles, avec des fonctionnalités simples qui permettent de découvrir la tente, et des tentes de toit beaucoup plus élaborées, performantes en fait, qui apportent des... alors nous on va se distinguer par exemple d'une tente de toit Decathlon par le fait qu'on est beaucoup plus facile à installer, plus rapide à ouvrir à fermer, plus compact fermé, plus spacieux ouvert, bien mieux ventilé, donc pas de condensation à l'intérieur, ce qui fait que si tu veux ça, tu es obligé de payer ce prix-là, parce que Decathlon il n'a pas ça. Les produits français aussi? Et en plus on est français. Non, Decathlon c'est 100% chinois. On veut du prix, de toute façon, normalement... Mais tu sais, même si nous on fabriquait la même tente que Decat actuellement, en fait on la ferait pas tellement plus cher, on la ferait quasiment au même prix. Parce que les matériaux qu'on utilise nous, avec la coque, les panneaux sandwich et tout ça,
font que ce prix augmente. C'est-à-dire que l'aspect chinois, il joue pas beaucoup en fait dans le prix en réalité. C'est pas plutôt tant le que ça. choix Pas des tant que ça. matériaux. Ouais, si Decathlon faisait la même que la nôtre, par exemple, il serait pas tellement moins cher que nous, du fait peut-être de la quantité, mais ça serait pas tellement moins cher. Donc, Decathlon arrive sur le marché, finalement, ça te crée des opportunités, toi. Oui, parce que ça fait une tente accessible qui permet aux gens de découvrir l'idée de la tente de toit, l'univers de la tente de toit. Et après, s'ils veulent un produit vraiment performant, bah, du coup, ils mettent plus cher et puis ils ont une light-up. Donc nous, en fait, on va se distinguer par le fait qu'on a des réelles fonctionnalités vraiment avantageuses. Le fait que ce soit en plus éco-conçu, made in France et tout ça, c'est assuré sur le gâteau. Nous, on considère que c'est pas ça qui doit provoquer le choix. Parce que on sait que pour beaucoup, si tu veux, dans la réalité, ok, made in France, c'est super, mais je regarde d'abord le prix. Donc il faut être un peu pragmatique. Et les fonctionnalités aussi. Et donc du coup, nous, on met en avant les fonctionnalités. Non, les gars, en fait, si tu payes ce prix-là, c'est parce que tu as ces fonctions-là. Et en plus, si tu y es sensible, figure-toi que ça, c'est fait en France et c'est éco-conçu. Mais si tu n'y es pas du tout sensible, c'est pas grave. Sache que ces fonctions-là, tu ne les as que chez Light Up. Que ce soit made in France ou pas. Même si on faisait en Chine, tu les aurais que chez Light Up. Un véritable avantage concurrentiel. Ouais. Et nous, en plus, on est éco-conçu et made in France. Mais on ne base pas, si tu veux, notre performance sur le fait que ce soit made in France. Ça, pour nous, c'est standard. Il faut que ce soit made in France et éco-conçu. Si les gens ils sont sensibles, tant mieux. S'ils n'y sont pas sensibles, de toute façon, ce qui va les convaincre, c'est la fonctionnalité. C'est intéressant comme point de vue, parce qu'aujourd'hui, le Made in France, c'est pas, enfin, ça devient pour beaucoup le premier critère, avant même les fonctionnalités. Le fait que ce soit Made in France, bon, bah, les gens vont acheter. Mais moi, j'aurais beaucoup de mal à défendre un produit qui n'est pas performant et tout ça, mais parce qu'il est Made in France, tu vois. Non, moi, je mets ça en deuxième. Je veux dire, il est Made in France, ok. Mais surtout, il est performant. Il est performant. Donc, sur les prochaines années, là, le marché, Decathlon qui est arrivé, ça veut dire qu'il y a d'autres acteurs potentiellement qui vont arriver. Ouais, il y a plein d'importateurs qui sont rentrés sur ce marché. Beaucoup de petites entreprises parce que c'est très facile d'importer de Chine un conteneur de tentes qui sont bien foutues, hein, qui sont des clones de ce qui existe. Parce que dans le monde de la tente de toit, il y a plein de trucs qui ont été faits, et comme il n'y a pas de brevet, tout le monde peut se copier. Si on veut faire la même chose que Decathlon, par exemple, on demande à un Chinois, je veux exactement la même, et il va te la faire 2 fois moins cher, et tu pourras même la vendre moins cher que Decathlon en mettant ton logo dessus. Mais, ça casse le marché, cette venue de concurrents non, parce que, en fait, comme nous, je reviens toujours sur les fonctionnalités, hein, mais nous, on a des fonctions qui sont brevetées. On est les seuls dans le monde de la tente de toit à avoir des brevets. Donc, notre système d'ouverture, là, qui fait que c'est très compact, fermé et très spacieux ouvert, ben, c'est breveté. Le système de ventilation qui permet, alors ça paraît prétentieux, mais c'est pourtant réel. Un des gros soucis des tentes de toit, c'est la condensation à l'intérieur. Et ben nous, on a un système de ventilation passive qui est breveté et qui réduit considérablement la condensation. Et c'est très rare qu'on ait de la condensation dans une night-up, quand dans les autres conditions difficiles, c'est-à-dire en demi-saison, quand il fait froid la nuit en dessous de 15 degrés, quasiment forcément ça condense à l'intérieur. Et ça, c'est horrible, quand c'est tout mouillé à l'intérieur. Mais tout ça, c'est breveté. Et les autres, ils n'ont pas de brevet, en fait. Il n'y a pas de brevet dans le monde de la tente de toit, si ce n'est chez nous. Donc eux, ils se copient tous. Et du coup, n'importe qui peut présenter la même tente que son concurrent, made in China. Et du coup, c'est difficile pour... je reviens aux fonctionnalités plus qu'au made in France. Pour quelqu'un qui voudrait faire une tente française, par rapport à une tente chinoise qui va être effectivement moins chère, et de se distinguer que par le Made in France. Dire, ouais, mais moi, les Made in France, elle est plus chère. Ok, c'est les mêmes fonctionnalités que la tente chinoise qui est à côté, et je vais faire l'effort de te l'acheter à toi parce que je suis convaincu que le Made in France, il faut l'encourager, donc je vais payer plus cher, mais j'ai pas vraiment de différence fonctionnelle. Donc là où les concurrents finalement se battent sur le prix, parce qu'ils vont aller chercher à séduire sur le prix, puisque si tous les produits ils se clonent les uns les autres, après c'est une question de prix, de mieux-disant. Ou de marketing, qui sont très très bons en marketing. Toi, tu n'es pas du tout sur ce segment-là, toi, c'est vraiment sur les fonctionnalités et les performances du produit. Ça doit avoir un produit performant, et après, le défi, c'est d'arriver, alors maintenant qu'il y a de plus en plus de monde, c'est d'arriver à justement être audible.
C'est-à-dire que maintenant, les gens ils vont chercher le temps de toi, et puis ils commencent à en avoir plein qui arrivent, et du coup, ça devient plus compliqué pour nous de mettre en avant nos points forts, parce que l'offre devient effectivement pléthorique, et donc du coup, les gens ils vont peut-être se baser sur ah ben lui il a un matelas confortable, en fait c'est pas un bon critère ça. Nous aussi on a des matelas confortables, mais il faut que nous on arrive à encore mieux communiquer, et ça c'est un peu notre défi au niveau marketing. Attendez, ok il y a plein de tentes, mais ça là, vous allez trouver que chez Nighton. C'est du marketing pur. Et là, ça devient vraiment du marketing. Rentre. Mais bon, c'est bien. Mais globalement, si tu veux, le fait qu'il y ait plus de monde qui vont découvrir les tentes de toit fait que, proportionnellement, on doit avoir plus de clients aussi. C'est-à-dire que le marché, ça grandit. Donc, il y a plus de place pour plus de monde. Merci beaucoup, Patrice, pour ton partage. C'est très, très intéressant. Avec plaisir. J'ai une dernière question pour toi. Quel est ton chocolat préféré ? Oula, le chocolat au lait aux amandes. C'est précis, chocolat au lait aux amandes. Merci beaucoup pour ton partage. Pour nos auditeurs qui souhaiteraient suivre tes actualités, où pouvons-nous te retrouver ? Alors, nous avons évidemment un site web, nightup.com, bien sûr une page Facebook, Instagram, LinkedIn, bien sûr. Je remettrai évidemment tous les liens en description. Merci beaucoup, Patrice, pour les gourmandises que tu nous as partagées aujourd'hui. Et n'oubliez pas les chocolate lovers, mangez, bougez, l'abus de gourmandise peut être dangereux pour la santé. Chocolat et caramel la décrypte. Sur un marché de niche qui évolue en marché émergent, la transformation du modèle économique permet de faire face à la concurrence en proposant une réelle alternative pour les clients, tout en conservant son positionnement et en utilisant la concurrence comme un véritable atout. Les impacts sont nombreux, tant sur la croissance et la durabilité de l'entreprise que sur son développement stratégique. Ici, l'exemple de NetUp, c'est une entreprise qui, par l'évolution de son modèle économique vers un modèle d'économie d'usage, s'ouvre notamment vers l'international et sécurise son chiffre d'affaires en créant une récurrence. L'interaction des parties prenantes entre elles, et notamment des clients, est une véritable source de croissance avec en supplément un impact environnemental positif. Couplé à l'implantation sur un territoire dont l'histoire crée du dynamisme, ainsi qu'une association de compétences centrée sur les valeurs, l'entreprise dispose des bonnes cartes pour poursuivre sa partie. À très bientôt sur Chocolat et Caramel, le podcast des dirigeants qui font les choses différemment. On se quitte en musique.